Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bienvenue dans votre édition. À la une de l'actualité, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la France, l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a ouvert hier, 14 juillet, les portes de sa résidence aux autorités ivoiriennes, avec à leur tête le vice-président de la République, Thiemo Komélié Koné. Nous irons sur place en début de journal avec notre reporter, Laure Goretti. 5426 candidats du cycle supérieur composent ce samedi dans le cadre du concours d'entrée à l'ENA pour l'année 2024. La ministre de la fonction publique a lancé les épreuves ce matin qui ont lieu à Abidjan, Yamoussoukro et Daloa. Pour l'ensemble des trois cycles, ils seront plus de 42 000 à frapper aux portes de l'École nationale d'administration. Et puis, tout en dénonçant un acharnement, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a appelé ses partisans à un concert de casseroles pour protester pacifiquement après l'interdiction du meeting d'investiture initialement prévu par son parti ce samedi. Cérémonie interdite pour risque de troubles à l'ordre public, selon le gouverneur de Dakar. En 2021, 650 000 personnes sont mortes de causes liées au VIH et 1,5 million de personnes ont été infectées par le VIH. L'épidémie est partout comme une épée de Damoclès sur nos têtes, au-dessus donc de nous tous. Il faut absolument sensibiliser les populations au danger du sida. Hier, au cours de la 9e session du Conseil national de lutte contre le sida ici à Abidjan, le vice-président a salué les résultats probants de la réponse nationale à la pandémie du VIH-Sida ainsi que les perspectives encourageantes. On en parle avec Mahama Traoré. Le Conseil national de lutte contre le sida reprend ses sessions après 3 années de suspension pour raison de crise sanitaire. Cette 9e du genre est présidée par le vice-président de la République, représentant le président de la République Alassane Ouattara, également président du Conseil national de lutte contre le sida. La première dame Dominique Ouattara en est l'invitée spéciale, elle qui, pour l'occasion, se voit distinguée commandeur dans l'ordre de la santé publique, en plus d'un trophée qu'elle reçoit de la part des organisations de la société civile, pour ses actions menées en qualité d'ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour la prévention de la transmission mère-enfant du VIH et pour la promotion du traitement pédiatrique. Tradition oblige, chaque session du Conseil national de lutte contre le sida est le lieu de dresser le bilan, notamment celui du plan stratégique engagé par l'État de Côte d'Ivoire sur la période 2021-2025. À la fin de décembre 2022, 292 663 personnes vivant avec le VIH-Sida, dont 9 296 enfants âgés de moins de 15 ans ont bénéficié de traitements antirétroviraux. Nos indicateurs des 3x95 sont respectivement de 80%, connaissance du statut VIH, 90% de personnes mises sous traitement antirétroviral et 87% qui ont vu leur charge virale supprimée. Le taux de transmission mère-enfant du VIH-Sida est de 5,46%. L'analyse des tendances et la dynamique de l'épidémie montrent une baisse de 66% des nouvelles infections et une baisse de 70% du nombre de décès liés au VIH-Sida. Ces avancées ont été possibles grâce au soutien des partenaires techniques et financiers et à l'action des organisations de la société civile. Nos services ne touchent pas suffisamment ceux et celles qui en ont le plus besoin. Et cette situation relève de notre responsabilité collective. J'appelle ainsi toutes les forces vives à joindre la société civile pour placer l'égalité des genres et des droits humains dans toute la diversité au premier plan des efforts. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas suffisamment accès aux informations fiables sur le VIH et n'ont pas connu les périodes sombres où le sida faisait tant peur. Nous devons les protéger et éviter un rebond de l'épidémie. Nous devons vulgariser l'accès à l'information pour ces jeunes et assurer leur accès aux préservatifs pour leur permettre de se protéger contre l'infection à VIH, les autres infections sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. Il faudra encore redoubler d'efforts pour éradiquer le VIH-Sida de la Côte d'Ivoire d'ici 2030. Pour exemple, 63% des nouvelles contaminations surviennent chez les femmes, un combat que la première dame Dominique Ouattara n'entend pas abandonner. Pour ma part, en ce qui concerne la transmission mère-enfant du VIH, j'encourage vivement toutes les futures mamans à suivre
toutes leurs consultations prénatales dans les centres de santé pour bénéficier du dépistage précoce. Cette anticipation permettra de sauver leur vie et celle de leurs nouveau-nés. Relativement à la prise en charge des enfants malades du sida, les données récentes de l'ONU-SIDA nous révèlent qu'en Côte d'Ivoire, seulement 44% des enfants ont accès aux antirétroviraux pédiatriques. 44%, c'est pas assez. Aussi, tout en me réjouissant des acquis, j'exhorte le gouvernement et ses partenaires stratégiques à encore plus d'efforts pour rendre plus accessible le traitement pédiatrique pour une prise en charge totale de tous nos enfants malades du sida. Au nom du chef de l'État, le vice-président de la République indique les priorités retenues à l'issue de cette 9e session du Conseil national de lutte contre le sida. En ce qui concerne le financement, il est important que nous mobilisions davantage de ressources domestiques à travers divers mécanismes, notamment les fonds de lutte contre le sida, la fiscalité et la parafiscalité, les soutiens budgétaires de l'État et des collectivités, ainsi que les contributions propres des entreprises au profit de leurs agents. Pour ce qui concerne la problématique liée à la communication, l'usage des nouvelles technologies de l'information et les réseaux sociaux est encouragé avec des messages plus adaptés aux différentes cibles. Enfin, la stratégie multisectorielle engagée par notre pays nécessite que tous les secteurs, et en particulier les ministères et les régions, prennent toutes les dispositions aux fins de redynamiser leurs différentes cellules focales. Un enjeu important dans l'efficacité de l'approche multisectorielle concerne l'accessibilité aux soins du fait de l'extrême vulnérabilité des patients. En 2022, le budget consacré à la lutte contre le sida était d'un peu plus de 10 milliards de francs CFA. Il reste cependant un gap de 5 milliards de francs CFA nécessaires pour l'achat des médicaments antirétroviraux et les intrants de laboratoire. Un reportage de Mahma Traoré, Lamine Dramé et Célestin Frodo. Hier, c'était vendredi 14 juillet et la France a célébré sa fête nationale. Ici en Côte d'Ivoire, je vous le disais au sommaire, l'ambassade de France a aussi célébré l'événement en présence de nombreuses personnalités ivoiriennes, dont le vice-président de la République, la première dame, plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions de la République. Laure Goretti et Alexis Ouedraogo s'y trouvaient aussi, mais pour le reportage. La résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire a été le cadre de la célébration du 14 juillet ce vendredi à Abidjan. Le pays est aux côtés de la communauté française avec une forte délégation conduite par le vice-président Thierno Komele Kone. La première dame Dominique Ouattara, le premier ministre Patrick Hachi, plusieurs présidents d'institutions ainsi que des membres du gouvernement ont aussi pris part à la célébration. Au cours de son discours, l'ambassadeur Jean-Christophe Béliard se réjouit de l'excellence des relations entre les deux pays. Il se félicite des progrès réalisés sous le leadership du président Alassane Ouattara. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire est en paix. C'est un bien précieux que la Côte d'Ivoire cultive et entretient jour après jour. La Côte d'Ivoire a d'autant plus de mérite qu'elle vit dans une région complexe, instable, où le terrorisme gagne du terrain et où des centaines de milliers de personnes sont déplacées ou réfugiées. La jeunesse est la priorité des priorités de la Côte d'Ivoire et la France accompagne autant qu'elle le peut cette priorité avec notre partenariat dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'employabilité des jeunes, du service civique, de l'école de la seconde chance, du financement qui monte en puissance des PME et des start-up. Le 14 juillet est commémoré depuis 1880. La loi faisant de cette journée fête nationale a été promulguée le 6 juillet de cette année. Cette date, notons-le, est associée en général à la prise de la Bastille.
À la date du 10 juillet 2023, le HCR comptait un peu moins de 30 000 réfugiés installés au nord de la Côte d'Ivoire. Et Fidel Sarasoro, en sa qualité de secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité, a présidé cette semaine la deuxième réunion de coordination d'assistance aux réfugiés dans la zone septentrionale du pays. Il s'est agi de faire le point des flux des immigrants et des conditions d'accueil. 29 344 réfugiés enregistrés à ce jour dans le nord du pays selon le HCR, dont plus de 17 000 dans la région du Bonkani et plus de 11 000 dans le Tchologo. Les infrastructures devant servir pour leur relocalisation sur des sites de transit sont disponibles. Ce sont entre autres informations données par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Sarasoro. Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité préside la deuxième réunion de coordination du mécanisme d'assistance aux réfugiés dans le nord du pays. Et nous avions convenu que nous allions nous retrouver régulièrement pour faire le point de la situation humanitaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, situation qui est consécutive au flux de réfugiés dans notre pays. Cette deuxième rencontre a vu la participation des ambassadeurs, des organismes internationaux dans le domaine de l'humanité, le corps préfectoral, les partenaires techniques et financiers au développement et plusieurs membres du gouvernement. La première réunion s'est tenue à Ferkessédougou le 17 mai dernier. Un compte-rendu signé Moussa Konaté et Kader Bachil. Le 18e sommet de l'UPC, l'Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique, se tiendra à Abidjan en janvier 2024. En prélude à ce rendez-vous, le président de l'Assemblée nationale a échangé hier au plateau avec le Conseil des ambassadeurs arabes en Côte d'Ivoire. Adama Bictogo sollicite l'implication des diplomates pour une meilleure préparation de l'événement. Le témoignage de Moussa Konaté et Barnabé Kona. Abidjan va abriter en janvier 2024 le 18e sommet de l'UPC, Union des parlements membres de l'Organisation de la coopération islamique. Pour une meilleure préparation de l'événement, le président de l'Assemblée nationale sollicite l'implication du Conseil des ambassadeurs arabes de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvions pas engager cette organisation sans échanger avec vous, qui êtes donc les représentants de ces pays en Côte d'Ivoire. Et profiter aussi pour vous informer que le comité exécutif de l'UPC, dirigé par son secrétaire général, arrive ce week-end et que le 17, nous avons une réunion donc avec quelques parlementaires, le comité exécutif de l'UPC. Des informations bien accueillies par les ambassadeurs qui affirment leur disponibilité. Je pense que l'ensemble de mes collègues ici présents sont favorables à ce qu'il y ait un soutien et un apport concret pour la réussite de cette manifestation. La rencontre est mise à profit pour la remise des arrêtés de création des groupes d'amitié parlementaires avec le Djibouti et la Palestine. Dans la région du Gontougo, le Conseil régional a clôturé le mandat 2018-2023 avec sa seconde session. Une réunion que n'a pas voulu manquer le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Le bilan qui a été dressé a été jugé satisfaisant par tous. La correspondance d'Herman Yamia. C'est en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, président élu, et la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassariba Touré, que s'est tenue la deuxième session ordinaire de l'année 2023 du Conseil régional du Gontougo. À cette dernière session marquant la fin de la mandature 2018-2023, les différentes couches socio-professionnelles, dont les membres du corps préfectoral et plusieurs chefs traditionnels, avec à leur tête le roi des Brons, Nana Adengra Kwasi Adjoumani, étaient présents. Notre gestion a été également caractérisée par la construction de plusieurs infrastructures. Ces réalisations pour ce mandat d'un montant global de 7 736 422 201 francs. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a exprimé sa satisfaction quant au travail accompli par son équipe, félicitant le président Kosonou Kwasi Ignace et les conseillers régionaux pour les nombreuses réalisations effectuées dans la région, et ce depuis 2013. Quand je dis, je rends hommage au président du conseil régional, mais c'est à l'ensemble de toute l'équipe du conseil régional. Parce qu'en réalité, rien de ce qui a été fait
ne l'a été sans l'appui des conseillers que vous êtes. Kobina Kwasi Adjoumani a également remis la somme de 20 400 000 francs CFA au préfet des régions pour le soutien aux personnes sinistrées suite à la tornade survenue à Bondoukou le vendredi 10 mars 2023. Cette somme représente la contribution de certains élus et cadres du Gondougou. Notons qu'au cours de cette session, le programme triennal 2024-2026 d'un montant de 8 695 346 000 francs CFA a été adopté par les conseillers régionaux. Et justement, Bondoukou verra son université ouvrir ses portes en octobre 2023 à la rentrée académique prochaine. On y formera des cadres de haut niveau dans les domaines de l'architecture, de l'urbanisme, de l'art, des lettres, des sciences humaines, ainsi que le développement durable. Une faculté de médecine adossée à un CHU est également prévue. Les ministères techniques, les enseignants-chercheurs et autres experts se sont réunis cette semaine autour du ministre de l'Enseignement supérieur pour réfléchir sur la consolidation du curricula de formation. Les ministères techniques ont défini les axes pédagogiques de la nouvelle université de Bondoukou. Une rencontre au cours de laquelle le président du comité de pilotage a signifié que le parcours de la formation doit tenir compte du marché de l'emploi. Ces commissions ont toutes travaillé en toute indépendance et ont permis de structurer la nomenclature des UFR, écoles et instituts de l'université de Bondoukou et de proposer des parcours de formation alignés sur les 8 domaines du RESAO et à même de répondre aux besoins locaux, nationaux et régionaux du marché de l'emploi. L'université de Bondoukou entend être un pôle d'excellence, un objectif en cohérence avec la thématique du développement durable qui prend en compte le vécu des populations. À côté de cette thématique, cet établissement a vocation d'être le temple des sciences du langage, des arts et de la communication. En octobre 2023, nous allons ouvrir l'université à la première promotion de bachelier avec un certain nombre d'infrastructures et d'équipements. Et les travaux vont continuer et l'ensemble de la phase 1 de l'université sera achevée fin décembre 2023. De 2011 à ce jour, la Côte d'Ivoire est passée de 3 à 9 universités avec la création de l'université de Bondoukou. Selon le ministre Adama Diawara, l'État a consenti d'énormes ressources financières et humaines. Ce sont 4 870 enseignants, chercheurs, qui ont été recrutés pour améliorer l'offre de formation. Un reportage de Frédéric Oulaï, Chantal Akandan et Jérôme Begré. Encore un mot de santé dans ce 13h. Il s'agit de cette rencontre entre Pierre Demba et le corps préfectoral. L'idée pour le ministre de la Santé est d'engager les membres de ce corps au suivi de la politique sanitaire en Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Khalil Diomandé et Alexis Ouedraogo. Le corps préfectoral dans toute sa composante, mobilisé à l'initiative du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba veut à travers cette rencontre impliquer davantage les préfets dans la mise en œuvre de la politique sanitaire nationale. Mesdames et messieurs les préfets, ensemble nous devons pérenniser les acquis, réduire davantage les décès maternels et néonatals, renforcer la généralisation de la couverture maladie universelle, améliorer la gouvernance du secteur, y compris la redynamisation des conseils régionaux de lutte contre le VIH/SIDA, les épidémies et le fonctionnement efficient des comités d'orientation stratégique pour rendre effective la réforme hospitalière et contribuer au développement des pôles régionaux d'excellence de santé. Les instructions de M. le ministre sont à exécuter. On s'engage immédiatement dans tout ce qu'il a dit. Il nous a demandé d'être regardant sur le suivi des activités sanitaires dans nos localités et cela est très important. Il faut le faire pour le bien-être, pour la santé des populations. Répondant aux doléances des préfets sur la question du renforcement des ressources humaines dans les établissements sanitaires publics régionaux, le ministre annonce que dès le mois d'août prochain, 6 400 professionnels de santé seront déployés dans les différentes régions du pays.
42 008, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre de candidats inscrits au concours d'entrée à l'ENA pour l'année 2024, tous cycles confondus. Un chiffre jamais atteint dans l'histoire de l'École nationale d'administration. Et ce matin, vous le voyez sur ces images, la ministre Anne-Désirée Oloto a donné le top départ des épreuves pour les quelques 5 400 candidats du cycle supérieur. Grace Kando était sur place. Elle vous proposera son reportage ce soir dans le 20h. 20h qui vous sera présenté par la talentueuse Marie-Laure Ngoran. Venons-en maintenant à la sécurité routière. À Guitry, dans le Lodjibois, la problématique est réelle. Les motocyclistes et autres conducteurs d'engins à 3 roues font absolument fi des règles élémentaires de conduite, provoquant malheureusement des accidents. Voilà qui explique le choix de la localité pour clôturer la Semaine nationale de la sécurité routière. Question de sensibiliser davantage les usagers de la route. Lanciné Bakayoko, reportage. Selon le maire de Guitry, Patricia Sylvie Yao, la localité, située à environ 230 km d'Abidjan, dans la région du sud-ouest, enregistre de nombreux cas d'accidents de la circulation, dont une dizaine mortels annuellement. Des accidents de la circulation impliquant généralement des engins motorisés à 2 ou 3 roues. Chaque jour, nous enterrons nos parents, nous enterrons nos jeunes suite à ces accidents. Il était donc de bonne loi pour nous d'inviter M. le ministre des Transports à venir ici sensibiliser nos parents afin qu'ils comprennent l'intérêt de la sécurité routière. Au-delà du constat, des actions qui concourent à réduire les risques d'accidents sont menées, notamment en direction des jeunes. Il s'agit du port de casque pour les motos et une subvention financière permettant aux jeunes d'obtenir un permis de conduire après un passage à l'auto-école. Aujourd'hui, ce que nous avons développé, c'est la détection des infractions avec les radars. Et dans le cadre du système de permis à point, la notification de cette infraction par SMS. C'est-à-dire que le radar est là, il va vous filmer. Si vous avez mal conduit, c'est un SMS qu'on va vous envoyer. Afin de donner de l'effet à la lutte contre l'incivisme sur les routes à Guitry, l'autorité préfectorale a annoncé la mise en place d'un comité local de sécurité routière. Souvenez-vous, un comité de médiation avait été mis en place récemment par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale afin de taire les querelles et apaiser les tensions dans les villages ébriés où il pourrait en exister. L'heure est à présent au bilan de cette mission. C'est le sens de cette rencontre qui a réuni le ministre, le comité de médiation et le ministre-gouverneur Begré Mombé. Marie-Chantal Akondan et Sylvestre Nguessan ont assisté à la réunion. La communauté Atchon est à la recherche de solutions pour résoudre des crises qui secouent les villages ébriés. C'est une préoccupation pour le doyen Ernest Nkumomobio, ancien maire de la ville d'Abidjan, cadre ébrié. Il a dépêché une délégation auprès du ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, en vue de se pencher sur des conflits récurrents qui minent la vie sociale et économique des localités ébriées. Ces conflits ont souvent pour origine des querelles de succession au sein de la chefferie. Noël Akosi Benjo, ancien maire du plateau, fils de la communauté, conduisait la délégation. Tous les villages ne sont pas encore en paix parce qu'il y a un problème de chefferie, un problème de gouvernance, mais c'est des problèmes d'hommes et de femmes qui peuvent se régler. Il suffit tout simplement que nous nous mettions autour d'une table et qu'ensemble nous adressons les problèmes de notre communauté. Je pense qu'avec la contribution du ministre et du gouvernement, nous allons y arriver pour que la paix revienne dans notre communauté et surtout à Abidjan, qui est le cœur du développement de notre pays. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a pris note de cette préoccupation et s'engage à collaborer avec la communauté Atchon afin de les aider à trouver une résolution définitive de ces crises. Ce que nous recherchons sur l'ensemble du territoire, c'est la cohésion, c'est la stabilité. Donc le peuple haïtien n'étant pas en dehors, nous avons été saisis de ce dossier que nous connaissons. Ça fait partie de nos attributions. On va s'investir pour que règne une paix définitive dans tous les villages ébriés. Si eux-mêmes qui nous hébergent, ils ne connaissent pas de paix, il va de soi que nous serons nous aussi perturbés. Ces échanges entre le ministre Kwadio Konan-Bertin et cette délégation marquent une étape sur le chemin de la réconciliation et de la cohésion sociale du peuple Atchon. D'autres rencontres sont prévues
en vue d'établir un calendrier de collaboration visant à restaurer une paix durable dans les villages ébriés. Et toujours dans le cadre de la cohésion sociale, je vous emmène à présent dans le Worodougou. Là-bas, il faut désormais compter avec l'association des élus et cadres de Séguéla, le chef-lieu de la région. Et c'est le député de la ville qui a été élu à la tête de l'association avec pour mission de travailler au rassemblement de tous. Depuis Séguéla, les précisions d'Éric Goré. Zoumana Bakayoko, député de Séguéla, porté à la tête de l'association des cadres élu du département de Séguéla. Devant les forces vives de la localité, les cadres et les élus, il a été choisi à l'unanimité. Il devra donc user de ses relations pour impacter positivement sur le quotidien des populations. Œuvrer également à la paix, à la cohésion sociale. Sont les chantiers qui attendent le nouveau président. Élire aujourd'hui un président, c'est la droite ligne de ce que nos parents ont fait en créant la SOCODES qu'ils avaient créée. Aujourd'hui, c'est l'association des cadres. Il s'agit pour nous de fédérer nos forces, de fédérer nos connaissances, de nous mettre ensemble pour développer nos localités. À peine élu, Zoumana Bakayoko dévoile ses priorités pour le grand bonheur de Séguéla. Je voudrais exprimer vraiment toute ma reconnaissance à tous les élus et cadres de Séguéla qui ce jour m'ont choisi pour conduire un projet. Le projet, c'est de mettre en place une réflexion, ensuite de mettre en place un cadre où on crée la fraternité entre les cadres de Séguéla, de sorte que nous puissions réfléchir aux partenariats qui peuvent se faire pour aider nos parents, des projets agricoles, dans le cadre des projets économiques et surtout dans le cadre aussi des projets médico-sociaux. Zoumana Bakayoko promet la mise en place très bientôt de plusieurs commissions composées d'experts de différents domaines pour faire un diagnostic profond du département de Séguéla afin de répondre efficacement aux attentes. De retour à Abidjan, on prend la direction de Trècheville, au sud de la ville. On y va pour la célébration de la journée nationale des cultures vivrières, un événement coloré initié par le groupement général des coopératives productrices de vivriers de Côte d'Ivoire. Un groupement donc, un festival, un événement qui a pour objectif de rendre hommage à toutes ces braves femmes, tous ces braves gens qui travaillent au quotidien pour nourrir les population. Reportage Patricia Kwaku dans un commentaire de Didier Nguessan. Plusieurs fêtières de producteurs de vivriers issus de 164 coopératives prennent part à la Journée nationale du vivrier, une initiative de la Société de groupement général des coopératives productrices de vivriers de Côte d'Ivoire. Cette journée célèbre les fêtières qui contribuent à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. On travaille les vivriers là. C'est ça. Nous va payer nos enfants à l'école. C'est ça qu'il y avait aujourd'hui. Les gens, ils vont nous connaître. On a besoin de financement. On a besoin. Il n'a qu'à donner un financement. Tous les femmes là, ils ne doivent pas maintenant. Il a veillé. Il n'a qu'à aider les femmes. Il en donne beaucoup d'argent. Un appel est lancé à la jeunesse afin qu'elle s'intéresse à l'agriculture pour leur autonomisation. Les femmes sont exhortées à poursuivre leurs efforts de production. C'est l'occasion de lancer un appel à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons. La terre nourrit son homme. Un pays qui n'est pas autosuffisant dépense trop de devises, alors que la Côte d'Ivoire a tous les atouts pour être autosuffisant de manière alimentaire. Aujourd'hui, c'est l'année de la jeunesse. Beaucoup de jeunes sont en quête d'emploi. Je crois que l'agriculture peut leur permettre de réaliser leurs rêves et de répondre à l'attente du chef de l'État et du gouvernement ivoirien. Le groupement de coopératives existe depuis 2007 et compte à ce jour plus de 4000 membres. La Journée nationale du vivrier est à sa 4e édition. On va terminer ce journal au Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko a pris acte de l'interdiction du meeting d'investiture initialement prévu par son parti, le PASTEF, ce samedi 15 juillet, dans le souci de préserver la paix sociale, comme il le dit. Dans une déclaration diffusée sur ses réseaux sociaux la veille et en attendant une autre date, l'opposant a appelé à un concert de casseroles pour protester
pacifiquement, tout en dénonçant un acharnement. Il ouvre la porte aux personnalités du camp présidentiel voulant tourner la page. Le gouverneur de Dakar avait annoncé jeudi dans un communiqué l'interdiction de ce rassemblement pour risque de troubles à l'ordre public. Point final. Ce journal s'arrête ici. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve demain pour le grand journal du dimanche.